à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une pirate qui nous veut du bien. Portrait rôle modèle de Keren El-Azari, la chercheuse israélienne culture la fibre de la cybersécurité et ce depuis ses 14 ans. Il a une idée derrière la tech et je sais qu'il est fan d'ailleurs de notre rôle modèle du jour, c'est Gaël Musquet. Gaël, on va continuer à parcourir les constellations satellites avec toi. Aujourd'hui, place à la star de l'internet par satellite, Starlink. Ouais, je vous l'avoue, il y a aussi du Elon Musk dedans. Alors oui, encore. Même si on parlera un peu de sa présidente, celle de SpaceX. Mais c'est vraiment la constellation de tous les superlatifs avec des milliers de satellites lancés en à peine 5 ans. On va voir comment on accède à Internet grâce à cette constellation. Internet, vous avez dit Internet, ça tombe bien, ça va faire partie de notre question du jour, puisque 5 ans et 10 mois, c'est désormais l'âge moyen auquel les enfants commencent à naviguer sur Internet, selon la dernière étude d'e-enfance et d'Harris Interactive. Alors, entre mécanismes de l'économie de l'attention, drame du cyberharcèlement et potentialité des technologies, comment réconcilier nos vies numériques et l'éducation? Pour en parler à nos côtés, comme toujours, Serge Tisseron, psychiatre, membre de l'Académie des technologies du Conseil national du numérique. Vous êtes l'auteur de L'emprise insidieuse des machines parlantes aux liens qui libèrent ou encore de Comprendre et soigner l'homme connecté. Manuel de cyberpsychologie, c'était aux éditions d'Uno. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour la première fois sur ce plateau, Marine Portet, vous êtes journaliste. Vous avez enquêté avec la rédaction de l'ADN pour un numéro spécial Enfants à vendre. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage du sujet qu'on adore ici dans l'école du futur, les enfants et les écrans. Pourquoi il faut réussir à décrire le phénomène? Oui, mais aussi à trouver des solutions. Vous nous direz ce que vous avez appris. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Elle est tombée dans la marmite de la cybersécurité quand elle était petite. Keren El-Azari est fille de militaire. Elle a elle-même passé 10 ans au sein des équipes cyber des forces de défense israéliennes. Chercheuse et friendly hacker, elle emballe les scènes du monde entier. Xavier Terrade dresse son portrait. Welcome. I'm Keren El-Azari, also known as K3R3N3. Certains la présentent comme The Friendly Hacker. La plupart des gens la connaissent sous son pseudo de hackeuse K3R3N3, mais son vrai nom est Keren El-Azari. À l'âge de 14 ans, c'est en regardant le film Hackers qu'elle a eu le déclic et décidé d'en faire son métier. Dès 2000, à l'âge de 20 ans, elle a commencé à travailler avec les plus importantes entreprises de sécurité et organisations publiques. Diplômée d'un master en études de sécurité à l'université de Tel Aviv, où elle est désormais chercheuse senior au centre interdisciplinaire de cyber-recherche de Balvatnik. Cette spécialiste est connue pour avoir présenté de nombreuses conférences. En 2014, Keren El-Azari a été la première femme israélienne à présenter une conférence TED, un discours dans lequel elle avait évoqué la beauté des hackers qui nous forcent à évoluer et à nous améliorer. Elle salue ceux qui travaillent pour combattre la corruption des gouvernements et défendre nos droits. Selon elle, en exposant les vulnérabilités, ils poussent Internet à devenir plus fort et plus sain. Un discours qui a traversé les frontières puisqu'il a été traduit dans une trentaine de langues et sélectionné parmi les idées les plus puissantes pour les entrepreneurs. Ses recherches sur la cybersécurité ont été citées par les publications les plus prestigieuses. Et comment ne pas laisser réagir notre hacker préféré? Oui, c'est entre collègues quand même. On peut, oui, Sauf qu'elles ne sont pas nombreuses les filles dans ma filière. Très important. C'est justement un drame, figure-toi. Complètement. En plus, c'est sa définition du hacking que j'utilise le plus souvent. Elle dit souvent que le hacker, c'est le système immunitaire d'Internet. C'est en général comme ça que je commence mes explications de texte aux enfants qui me demandent ce que je fais au quotidien. Eh bien, ça tombe bien que tu sois en plateau avec nous parce qu'on va avoir besoin de toi, puisqu'aujourd'hui, on va mettre Internet en question pour les enfants, mais aussi les parents. Comment reconstruire un véritable dialogue intergénérationnel autour de notre habitude du numérique? Comment faire de nous, enfin, peut-être des homo numericus, conscients de leurs pratiques et de leur impact? On en parle tout de suite avec nos invités.
Et quels invités! Marine Porté, vous êtes journaliste, vous avez enquêté avec la rédaction de l'ADN pour un numéro spécial qui vient de paraître ce lundi. Enfants à vendre, comment Internet a littéralement changé justement nos enfants. Serge Tisseron, vous êtes toujours psychiatre, toujours membre de l'Académie des sciences et technologies, du Conseil national du numérique, multi-auteur notamment de l'emprise insidieuse des machines parlantes aux liens qui libèrent et de comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie aux éditions Duno. On va avoir besoin de cyberpsychologie, figurez-vous, aujourd'hui, non seulement pour revenir sur ces chiffres que l'ADN décrypte, notamment abondamment dans ce numéro unique consacré à cette enquête de grande ampleur sur la façon dont les enfants deviennent finalement de véritables produits pour les big tech, certes, mais aussi la façon dont les technologies les consomment autant qu'on peut consommer les technologies. Marine, si je comprends bien. Ouais, c'était ça l'idée de ce numéro, c'était un peu de sortir de ce débat autour du temps d'écran pour aller voir vraiment ce qui se passait derrière les écrans et ce que faisaient les enfants sur les écrans, donc sur le web. Et donc d'explorer à la fois effectivement les mécanismes des plateformes donc, qu'ils utilisent beaucoup, donc, comme Roblox par exemple, qui est ce jeu en ligne où tout est marchand, où les enfants deviennent des petits vendeurs entrepreneurs. De parler évidemment un peu de l'effet sur la santé mentale de TikTok notamment, parce qu'il y a beaucoup de procès en ce moment aux États-Unis de parents d'enfants qui s'opposent en fait aux plateformes en disant qu'ils sont responsables de suicide de leurs enfants. C'est aussi le cas de l'INSEE en France d'ailleurs. Absolument. Et de voir aussi, tous les différentes facettes de ce sujet. Il y a aussi le sujet des enfants qui surexposent leurs enfants sur Instagram. Donc ça, des parents qui surexposent leurs enfants sur Instagram. Donc, voilà. C'est vrai que ça a été une année qui a été très riche médiatiquement, parfois dramatiquement, non seulement sur les questions de cyberharcèlement, mais aussi d'utilisation de l'image des enfants, avec beaucoup de régulations et de lois, Serge, qui sont apparues au fur et à mesure de cette année. On va notamment citer la loi du député Bruno Studer, qui avait déjà essayé d'encadrer l'activité des enfants influenceurs sur Internet. Cette fois-ci, pour 2023, il refait prendre conscience du fait que l'image des enfants et des mineurs en ligne, c'est une image à protéger. C'est donc un droit et un devoir pour les parents de prendre conscience de leur parentalité numérique. Oui, on ne peut pas dire mieux. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand même, traditionnellement, il ne faut pas oublier que l'image de l'enfant appartient aux parents. Donc, il faut, si vous voulez, il faut qu'ils fassent la preuve, il faut que la preuve soit donnée qu'ils en font un très mauvais usage pour que le législateur commence à s'en préoccuper. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à l'idée que l'image de l'enfant n'appartient pas aux parents, que les parents doivent protéger l'image de l'enfant contre toute forme d'exploitation possible, mais y compris l'exploitation qu'eux-mêmes peuvent en faire. Vous savez, quand des parents mettent l'image du fœtus sur Internet, puis après l'image du bébé à la naissance, il y a des amis gynécologues qui me disent que quand le bébé vient au monde, il y a des mamans qui s'empressent de faire des selfies. Et le bébé attend qu'elle ait terminé. Cette image mentale tout de suite. Et donc voilà, du coup, il faut peut-être réfléchir à ça, que l'utilisation par les parents d'images d'enfants soit beaucoup mieux encadrée. Et nous, vous savez, l'association 36912, on milite pour que quand l'enfant a 6 ans, il ait déjà un appareil photographique numérique pour faire ses propres photos, ce qui va permettre d'abord qu'il soit acteurs, et puis ce qui va permettre aussi aux parents et aux pédagogues, aux enseignants notamment, d'éduquer l'enfant au droit à l'image, au droit à l'intimité. Le droit à l'intimité, personne n'a le droit de me photographier si j'ai pas envie, et droit à l'image, c'est moi, quand on me photographie ou qu'on me filme, qui décide là où va l'image. Et si déjà les parents pouvaient intégrer cette dimension, ils demanderaient toujours à leur enfant, à partir de cet âge-là, s'il est d'accord ou pas pour garder l'image ou pour l'envoyer aux grands-parents. Et vous voyez, ça sera un début d'éducation qui concernerait à la fois l'enfant et les parents. Mais je vais me faire l'avocat du diable numérique, si vous me permettez, Serge, parce que ça veut dire que non seulement aujourd'hui, je citais ce chiffre en introduction, l'âge moyen de la première, finalement, utilisation et navigation sur Internet des enfants, c'est 5 ans et 10 mois. Mais là, vous voulez mettre en appareil photo un device en plus dans les mains des enfants de 6 ans, vraiment. Oui, mais justement, ils ne vont pas un appareil photo. Je n'ai pas dit un smartphone qui fait des photos. Un appareil photographique numérique qui ne fait que des photos. Et donc après, vous savez, ils vont les montrer à leurs parents. C'est la première chose qu'ils vont faire à cet âge-là. Et puis après, on en discute ensemble. Si vous voulez, il faut arrêter de penser que nos images peuvent partir
sortir partout parce que si l'expérience montre avec Internet que les coûts en retour peuvent être terribles et que les gens qui mettent beaucoup d'images d'eux-mêmes risquent plus d'inconvénients que d'avantages. Mais ça s'éduque. Le droit à l'intimité, le droit à l'image, personne ne naît en sachant ce que c'est. En plus, tous les gouvernements du monde ne le reconnaissent pas. En démocratie, on le reconnaît. Donc, il faut vraiment éduquer très tôt les enfants à cette idée-là et aussi, évidemment, éduquer les parents d'enfants petits. On peut expliquer ce que c'est dans les maternités, on peut expliquer ce que c'est dans les crèches pour qu'aucun parent ne l'ignore. Et ça, c'est très important parce que vous le voyez, dès qu'on met le doigt sur un phénomène entre enfants et écran et pratiques numériques, on commence à tomber dans un véritable engrenage de problématiques et de sujets à traiter. Je voulais revenir sur cette question notamment du droit à l'image parce que, Gaëlle, c'est un sujet que tu traites souvent, notamment avec les enfants, que tu as en stage à l'Observatoire de Vernon, mais pas seulement, dans tes activités aussi d'hacker éthique, au contact d'associations comme Stop Ficha qui luttent contre l'utilisation justement de ces images qui se retournent contre leurs émetteurs et leurs émettrices au départ pour des questions de vengeance purement et simplement en ligne. Maîtriser l'image de départ, ne pas la mettre partout et ne pas l'envoyer à n'importe qui, c'est déjà pouvoir peut-être maîtriser ses conséquences à venir. Complètement, c'est vraiment un sujet que j'aborde à chaque rentrée avec des jeunes adolescents, des jeunes collégiens, justement sur que les amis de la rentrée, c'est pas forcément ceux de la fin de l'année. Et que cet entourage que l'on pense de confiance au début de l'année, il peut se retourner contre l'enfant, contre l'adolescent en cours d'année. C'est très important justement pour la maîtrise justement de l'intimité, que ce fameux droit à l'image il soit pleinement intégré. Moi j'ai été choqué cette année par des collégiens qui me l'ont reposé directement, qui m'ont dit droit à l'image quand on parlait des fameuses photos dossiers qu'on a de nos enfants pour un peu les inciter à ne pas être insolents quand ils grandissent. C'est ce fameux photo-dossier toute mignonne à la base. J'ai beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont conscients que cette petite rigolade que l'on peut avoir avec certains parents et au fur et à mesure qu'ils grandissent, que jeunes enfants déjà, s'ils ne veulent pas avoir ces fameux dossiers qu'on va utiliser contre eux au moment où ils seront insolents, ce droit à l'image, ils commencent déjà à l'intégrer en réaction à nous, déjà, parents, ce qui est déjà énorme pour moi et très bon signe de la prise de conscience du droit à l'image. Mais c'est très bien, il faut que les parents cessent d'être naïfs, c'est-à-dire quand, à l'occasion d'une fête, quelle qu'elle soit, un pré-ado ou un ado photographie la grand-mère, le grand-père et tout, en train de boire, en train de manger, il faudrait que le grand-père, la grand-mère disent « Oh là, tu me photographies, bon, je veux bien, je te l'accorde, mais qu'est-ce que tu vas faire de l'image ?» Et déjà, ça serait une formidable éducation, parce que beaucoup de ceux qui photographient ne sont pas prêts à se poser la question pour eux-mêmes. Donc si leurs parents, leurs grands-parents, leurs proches leur posent la question pour eux, ils intégreront l'idée qu'il faut qu'ils se la posent aussi pour eux-mêmes. Je vous salue, selfie. Marine, justement, vous êtes allée aussi à la rencontre de ces enfants, de ces adolescents dans leur pratique numérique. Et il y a notamment toute une partie d'enquête dans ce numéro de l'ADN sur le rapport à l'image, le rapport au selfie, on vient d'en parler. Est-ce qu'ils ont conscience, en effet, dans les phénomènes que décrivent Serge et Gaëlle, du fait qu'ils sont tout autant émetteurs que peut-être aussi futures victimes de ces images ? Alors, il y a effectivement une partie de l'enquête qui s'intéresse plus particulièrement aux envois de nudes, en fait, donc les photos de nus, qui étaient une pratique assez banale, assez peu courante il y a encore 5 ans et qui maintenant a complètement explosé, et notamment ce que disent les associations, surtout depuis le confinement, en fait, où maintenant la sexualité commence en fait par écran interposé et l'envoi de nudes est devenu quelque chose d'assez banal. Alors en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, enfin, c'est juste une approche de la sexualité différente de celle que nous on a pu avoir. Après, le problème c'est que ça vient avec toutes sortes de dérives et ça, tous n'ont pas forcément intégré déjà le fait que beaucoup font en fait confiance aux plateformes, notamment Snapchat, Instagram ou Facebook, en se disant que s'ils ont un problème avec leur image, elle pourra être supprimée, alors qu'on sait très bien que c'est pas si facile que ça. Et voilà. Et en fait, la pratique est tellement rentrée dans les mœurs que c'est devenu en fait assez facile pour ceux qui leur veulent du mal, donc des prédateurs
des groomers, ce qu'on appelle des groomers, donc des gens qui vont les séduire sur des chats en se faisant passer pour plus jeunes pour obtenir des photos, ça devient assez facile pour eux d'obtenir ces images puisqu'elles sont devenues en fait monnaie courante. Il y a notamment énormément de pièces de régulation qui sont en train d'être élaborées par plusieurs gouvernements pour renforcer la sécurité des mineurs en ligne, notamment sur ces questions-là de prédation. Marine disait une phrase qui était très importante, ces enfants, ils font confiance aux plateformes pour pouvoir les accompagner dans la sécurisation de leur image en ligne. C'est si vrai que ça, Serge? On peut faire confiance à ces plateformes? On ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Elles ne sont pas conçues pour nous servir. Elles sont conçues pour apporter de l'argent à leurs actionnaires, à ceux qui les ont conçues. Il ne faut pas être naïf. Elles ont été créées par des utopistes d'abord, et puis elles ont été très vite détournées par des marchands. On l'a bien vu avec Facebook. Moi, je fais partie des gens qui, au début de Facebook, trouvaient que c'est très bien, puis très vite, on s'est mis quand même à se dire, mais ça évolue drôlement, quoi. Voilà. Puis maintenant, on voit ce que c'est. Donc, non, on ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Mais si vous voulez, le problème, c'est que les enfants, eux, comme ils voient des adultes qui y vont, voilà, ils ont l'impression que finalement, c'est un chemin normal pour grandir. On va sur les plateformes comme on a envie de passer, comme on avait envie dans le temps de passer son permis de conduire. Voilà, c'est une manière de grandir. Et donc, du coup, ils y vont de plus en plus tôt parce qu'ils ont l'impression que c'est une sorte de rituel de passage. Si tu n'es pas allé sur une plateforme, si tu n'as pas montré un nude, c'est que tu n'as pas encore grandi, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut casser. Il faut faire une information très tôt, très tôt. Et ça, hélas, l'institution scolaire qui serait en principe la mieux placée, bien mieux placée que des associations comme la nôtre, 3692, l'association scolaire qui touche tous les enfants, malheureusement, traîne les pieds pour le mettre en place. Et c'est vraiment dommage parce que dès la maternelle, dès l'élémentaire, on pourrait déjà commencer à parler de tout ça et puis répondre aux questions des enfants parce qu'ils en ont des questions. Et il ne s'agit pas de leur faire la leçon. Il y a bien trop de leçons qui sont faites dans le cadre de l'institution scolaire. Non, être disponible à leurs questions. Et là, si vous voulez, il se passerait ce qui s'est passé pour la sexualité il y a très longtemps, c'est-à-dire que les enfants un peu plus avancés que les autres, qui connaissent un peu mieux les choses, qui bénéficient d'un milieu social, souvent de statut plus élevé, mais surtout plus attentif, plus curieux de l'attitude de leurs enfants, plus informatif pour les enfants. Ces enfants mieux informés que les autres informaient leurs camarades. Si vous voulez, l'idée, c'est de penser qu'il faudrait que l'enseignant sache tout et comprenne tout pour commencer à parler avec les enfants. Non, il y a aussi une dynamique des enfants qui fait que ceux qui connaissent un peu, ou les grands, on peut faire venir des grands de seconde, voilà, et ils expliqueront à des sixièmes. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à créer, vous voyez. C'est un système collaboratif autour de l'enseignement du numérique et pas vouloir caler l'enseignement numérique sur les mathématiques, la physique, la géographie, un enseignant qui connaît tout, qui explique aux enfants. Il faut créer une nouvelle culture collaborative, c'est le seul moyen de résoudre la question. L'idée, si je vous entends bien, ce serait de créer des ambassadeurs et des ambassadrices numériques, là aussi intergénérationnels, un peu des grands frères et des grandes sœurs qui viendraient expliquer à des enfants plus jeunes qui font leur premier pas en ligne, justement les do and don'ts, ce qu'il faut faire ou plutôt éviter pour ne pas justement tomber, encore une fois, dans ces engrenages qui peuvent être dramatiques, Marine. Oui, mais sachant que dans la revue, il y en a qui sont interviewées, qui sont deux jeunes femmes qui ont vécu en fait un cas où leurs photos ont été partagées sans leur consentement. Et qui aujourd'hui ont créé des associations qui vont parler aux élèves dans les écoles. Mais ce qu'elles expliquent aussi, c'est que les pratiques, elles vont tellement vite que parfois, en fait, elles se rendent compte qu'elles-mêmes ne sont pas forcément... sont déjà dépassées. Oui, sont déjà dépassées parce que sur cette histoire de news, c'est en fait, aujourd'hui, de dire ne pas envoyer de news, ça n'a pas de sens. Enfin, on ne peut pas l'interdire, alors qu'elle, il y a encore 8 ans, c'était pas quelque chose aussi commun, quoi. Il est interdit d'interdire en matière de pratiques numériques, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de lutter contre ces pratiques, fussent-elles délétères avec des conséquences compliquées par la suite, est-ce qu'il vaut mieux d'abord essayer de les comprendre et de travailler avec à partir de là? On ne peut interdire que ce qu'on a les moyens d'interdire, sinon on passe pour ridicule et du coup on n'est plus crédible pour rien. Donc voilà, interdire, si on montre qu'il y a des moyens très réalistes d'interdire, je les envisagerai, mais actuellement, j'en ai pas encore trouvé. D'autant plus que ce qui se passe dans les familles est quand même assez inconnu, quoi. Je veux dire, les parents disent que ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, quand on fait des interviews des parents et des enfants, c'est pour ça que les parents sont complètement ignorants des pratiques de leurs enfants et ils en surestiment certains aspects, ils en sous-estiment d'autres aspects. Donc, ce qu'il faut, c'est que, encore une fois, créer une atmosphère vertueuse, propre au dialogue,
dialogue entre enfants, entre générations. Ce que je voulais dire encore par rapport à ces questions nude, c'est que d'après des histoires que j'ai eu à gérer en consultation, les institutions scolaires sont souvent beaucoup plus blâmantes, jugeantes et condamnantes pour les filles que pour les garçons. J'ai eu des filles qui avaient montré leur sein, elles ont été exclues de l'établissement. Quand j'ai discuté avec elles, je leur ai dit mais pourquoi ça? Elles me disaient parce qu'il y a des garçons qui me montraient leur sexe en érection, en gros plan, avec une petite pancarte et leur prénom. Les garçons, ils n'ont jamais été embêtés. Jamais. Alors qu'ils étaient identifiés par leur prénom. Bon, on peut penser qu'en plus, c'était vrai. Voilà. Et donc ça, c'est quand même terrible. Absolument. C'est-à-dire il faut que les institutions scolaires prennent conscience du fait que souvent, les filles réagissent aussi à des provocations des garçons et qu'on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. C'est vrai qu'on a tendance, dans notre culture judéo-chrétienne, à considérer les femmes un peu coupables de tout au niveau de la sexualité. Mais non, les choses peuvent aussi venir des garçons. Il faut vraiment remettre les choses à plat sur cette différence que nous avons, beaucoup d'entre nous, et nous avons tendance à faire 2 poids, 2 mesures. Et vous faites bien de le signaler, ça veut dire quoi, Gaëlle, Marine et Nouveau-Serge, qu'il y a une double peine finalement pour les victimes dont on regenre finalement les conséquences de l'envoi de ces photos et de ces vidéos? Oui, je pense que c'est vrai pour l'école et puis c'est vrai pour leurs camarades de classe. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle du slut shaming. Quand elles sont... Effectivement, il y a une double peine. Leurs photos sont diffusées et en parallèle, elles vont subir le cyberharcèlement de leurs camarades pour ces photos. Je reviens aux travaux que tu peux mener, notamment avec Stop Ficha, mais pas que, Gaëlle. Quels sont du coup les bons conseils que tu peux donner à ces jeunes filles? Et à tous. Oui, d'ailleurs, aux garçons aussi, par exemple. Ce qui peut paraître bizarre, c'est que je donne ces conseils-là même à des adultes. C'est-à-dire que ces pratiques-là... Non, c'est pas étonnant, tu vois, par exemple. Chez des adultes, ces comportements-là. Et souvent, auprès des jeunes ados, je me rends compte que souvent, les garçons ne se rendent pas compte forcément des conséquences, justement, de leur provocation et du fait qu'ils envoient des photos de leur partie génitale. Et je leur dis, mais les gars, vous allez quand même un jour chercher du boulot, vous allez être employés, vous allez être dans des stages, vous allez être dans des stages citoyens, et ces photos-là peuvent porter aussi atteinte à votre réputation. C'est aussi demain une responsabilité que vous aurez des enfants, et je n'ai pas spécialement envie que dans 5, 10, 15 ans, ces photos ressortent et que justement, là, ça porte atteinte aussi à votre réputation. Donc, effectivement, il y a déjà ce rééquilibrage à faire sur pas de nudité, quelle qu'elle soit, homme ou femme, ou quel que soit le genre. C'est très important de le dire et de l'expliquer, que les relations humaines peuvent évoluer aussi dans le temps, que des hommes et des femmes mariés, on arrive au moment du divorce à presque se mettre les poings sur la figure. Donc, on imagine sur ce type de dérive qui sont... En plus, par rapport à la violence, on va dire, physique, c'est une autre forme de violence, mais qui, pour le coup, malheureusement, n'est pas forcément toujours aussi rapidement et aussi bien réprimée. Donc, l'important aussi, pour moi, c'est vraiment d'équilibrer, en fait, ces discours par rapport aux gens, mais aussi sur les conséquences à l'avenir, puisque ces photos résistent parfois au temps. Est-ce qu'on peut parler de violence numérique, purement et simplement, Marine? Oui, je pense qu'on peut employer ce mot. D'ailleurs, il y a toute une différence de vocabulaire selon les pays. Sur l'exploitation, en France, je crois qu'on parle d'exploitation d'images sexuelles en ligne. C'est pas la même chose dans d'autres pays, mais oui, il y a cette idée de violence. Après, pour revenir sur les nudes, il y a des solutions aussi qui peuvent exister. Je pense à une qui est en train d'être développée par l'association Point de Contact, qui est ce qu'on appelle le hachage de photos. Et en fait, c'est associer la photo à une sorte de signature numérique, ce qui pourrait permettre, en fait, quand on envoie une photo de son nudes, de la signer, en fait, en quelque sorte. Et donc, quand elle sera repartagée, la personne qui la repartage aura soit une alerte, soit une sorte d'interdiction de repartager cette image. Enfin, c'est une manière de reprendre le contrôle, en fait, sur son image. De dire, si on ne peut pas interdire, il faut bien trouver des moyens pour que les enfants, puisqu'on parle d'enfants qui envoient ce genre d'image, reprennent ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le contrôle de leur image, de leur droit à l'image. Mais encore une fois, je reviens à cette question, parce qu'elle elle me passionne, et on l'a travaillé avec beaucoup d'intervenants et intervenantes différentes sur cette émission cette année. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre les plateformes face à leurs responsabilités? C'est quand même à elles d'assurer la protection des mineurs en ligne, me semble-t-il, ou je suis d'une naïveté confondante? Non, mais
Il y a un certain nombre de gens qui se posent la question, heureusement. Le problème, c'est qu'elles sont internationales. Hein, et il y a une régulation européenne, quand même, comme vous savez, qui est très avancée, d'ailleurs, qui donne à l'Europe une certaine image. Les États-Unis créent et puis l'Europe légifère, quoi. Mais actuellement, les États-Unis aussi se posent la question d'introduire des régulations. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Mais vous savez, il ne faut pas oublier non plus que les politiques réagissent à la vitesse des citoyens, c'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes à résoudre en politique qu'ils sont un petit peu toujours à répondre aux préoccupations des populations. Donc actuellement, beaucoup de parents sont très préoccupés et les politiques bougent. Et c'est très très bien. Mais l'Europe s'est mise en route depuis un certain temps, mais c'est très très compliqué. Vous savez, il y a le Digital Services Act, le Digital Market Act, voilà, il y a l'AI Act maintenant pour les Il va arriver peut-être, là c'est en trilogue d'ici la fin de l'année pour cette régulation sur les... Donc les choses bougent, mais le grand problème, c'est que la régulation doit être internationale, c'est compliqué. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des amendes aussi. Facebook a eu une amende record, considérable. Donc voilà, les choses sont en train de bouger. Mais en même temps, ça n'empêchera jamais la possibilité de mauvais usage. Le législateur ne peut pas tout. Il peut poser un cadre, il peut faire en sorte, par exemple, que les voitures aient des ceintures de sécurité, des pare-brises éjectables, etc. Mais il ne peut pas empêcher les gens d'aller vite. Voilà. Donc il y aura toujours une part de responsabilité, il y aura toujours une place pour l'éducation. Absolument. Et on rappelle que pour les plateformes, elles ont jusqu'au 25 août de cette année pour se mettre en conformité avec la Commission européenne en vertu du DSA et DMA. Un petit clin d'œil aux histoires qu'on a pu traiter, notamment dans notre club actu il y a encore quelques jours. On s'arrête l'espace d'un instant pour aller faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Deniot, tout de suite. Et on est de retour en plateau, toujours en compagnie de Marine Protet pour l'ADN. C'est vous qui avez enquêté avec la rédaction pour ce magazine, ce numéro spécial Enfants à vendre. Encore une fois, on va continuer à en parler avec vous et avec Serge Tisseron, bien sûr, psychiatre, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes aussi un auteur prolifique, notamment avec Comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie chez Duno. On est aussi en compagnie de Gaël Musquet. Et c'est une joie, un plaisir, parce que Gaël a une idée derrière la tech.
Et cette idée, c'est une idée qu'on file d'émission en émission, puisque tu nous emmènes dans une série d'observations des constellations de satellites. Oui, mais parce que ces satellites peuvent nous apporter Internet. Tout à fait. Donc, c'est le deuxième épisode de ma série de chroniques sur l'accès à Internet par satellite, avec cette fois-ci la constellation Starlink, opérée par SpaceX, qui est présidée par Gwynne Shotwell. Et on connaît bien SpaceX grâce à son principal, pas fournisseur, mais qui est financeur, Elon Musk, actionnaire. Elon Musk qui est connu pour ses phrases. Des services de police, j'allais dire, de ces moments, ça me fait plaisir. Mais pour toutes ces activités qui vont des réseaux sociaux, au spatial en passant par l'automobile et le solaire. Mais c'est important aussi de saluer les hommes et les femmes qui font tourner quand même la boutique pendant qu'ils parlent sur Twitter. Et donc Gwynne en fait partie, c'est pas la seule. Et en fait, Starlink, c'est vraiment la constellation de tous les superlatifs, à la fois pour le nombre de satellites qui composent cette constellation, la rapidité avec laquelle tous ces satellites ont été déployés, les coûts, évidemment aussi les usages qui sont faits aujourd'hui de cette constellation. Elle a été annoncée par Elon Musk lui-même en janvier 2015. L'usine a été construite dès 2016 du côté de Seattle, à Redmond, pour être exact. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, très rapidement, les premiers satellites prototypes, Tintin A et Tintin B, ont été lancés, puisqu'il a fallu moins de 3 ans entre l'annonce et le lancement, février 2018, ils avaient déjà commencé à lancer ces prototypes. Donc SpaceX a vraiment pris de court, vraiment pris de vitesse ses concurrents, parce qu'elle dispose déjà de capacité de lancement. Le premier métier de SpaceX à la base, c'est quand même de lancer des satellites. Donc, elle lance ses propres satellites, mais surtout de capitaux. Et depuis les Tintins, on a plus de 4000 satellites qui ont été lancés, dont 3200 sont opérationnels encore aujourd'hui. Bon, j'imagine que l'accès Internet avec Starlink ne fonctionne pas avec Milou, mais bon, il fallait que je la fasse. Oui, pas de problème, avec des modems, avec des antennes, avec de la radio. Et quand j'ai commencé à utiliser Starlink en Normandie, je disais souvent que c'était les avantages de la fibre optique, sauf qu'on était là sur un réseau d'accès par satellite. Si vous vous souvenez de ma chronique sur KSAT, moi je m'en sur la chronique précédente, SpaceX a choisi complètement l'inverse. C'est le premier opérateur à choisir de faire de l'orbite basse et de le mettre en œuvre. Avoir l'idée, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. On est sur KSAT sur 35 000 km. Si vous vous souvenez à peu près des latences, on était sur plus de 600 millisecondes de latence. Là, on est sur des satellites qui évoluent à 500 km d'altitude. Donc, c'est très bas. Les modems au sol, puisqu'on a plein de satellites qui bougent, des milliers, ils doivent être en capacité de suivre ces satellites qui bougent en permanence dans le ciel. Les satellites eux-mêmes doivent récupérer le signal de stations qui, elles aussi, au sol, sont fixes, mais qui leur permettent d'avoir évidemment cet Ethernet en très haut débit. C'est un vrai challenge d'un point de vue technique, et SpaceX a même prévu que les satellites dialoguent entre eux-mêmes pour augmenter la capacité, évidemment le débit, mais aussi la résilience du réseau. On est au début du lancement. En phase 1, SpaceX estime qu'ils devront lancer 12 000 machines. Il y en a encore 8 000 à lancer. À terme, 42 000. Ouais. Ça marche. En Normandie où j'habite, on est sur des débits qui vont 200 mégabits en descente, 20 mégabits en montée, 50 millisecondes de latence, donc ce qui permet d'avoir pratiquement toutes les activités possibles et imaginables sur une connexion terrestre traditionnelle, du jeu vidéo, de la visioconférence et des activités agricoles. Ça fonctionne d'ailleurs très bien. Beaucoup de ces stations, ces machines sont installées dans des zones rurales. Tous les continents aujourd'hui disposent d'une offre Starlink qui va entre $50 et $100. On est 50 € sur la France hexagonale, un peu plus sur la France d'outre-mer. Et c'était cher ou pas cher par rapport au reste du marché? Alors, c'est un peu plus cher que de l'accès tradi, sachant qu'il doit en plus, on doit compter entre 300 et $600 l'accès de l'antenne, qui est de la taille d'une pizza, 60 cm environ. Ça fait cher la pizza quand même, genre, on va pas se... Mais entre rien et ça, et du très haut débit ou du très faible débit, et ça, évidemment, beaucoup de Français, déjà, on ne franchit le pas, surtout en zone rurale, je le rappelle. Le réseau, c'est déjà 1,5 million, 1,5 million de clients. L'objectif annoncé par Elon en 2020, c'était quand même 40 millions de clients d'ici 2025. On n'y est pas encore en 2025. Mais s'ils atteignent, écoutez bien, s'ils atteignent cet objectif-là, Starlink représentera 10 fois le chiffre d'affaires de l'activité de lancement.
Okay. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Starlink continue et persévère, là on est sur un potentiel, un des plus gros opérateurs aujourd'hui télécommunications qui est en train de voir le jour. Donc une bonne nouvelle à venir peut-être en 2025 pour Elon Musk. Quels sont les enjeux dans le futur quand même pour Starlink? Parce qu'on a vu qu'on a aussi beaucoup parlé, notamment de la façon dont Starlink et dont Elon Musk surtout avait été interpellé directement sur Twitter par un des ministres ukrainiens au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie pour venir lui fournir des moyens notamment de communication et donc ces moyens satellitaires. C'est un moyen qui s'impose aujourd'hui dans le débat géopolitique aussi. Complètement. Un des premiers enjeux déjà pour eux, c'est de maintenir autant de machines en l'air. Parce qu'il y a des milliers de satellites à regarder. Enfin, on imagine qu'il faut un œil de mouche pour pouvoir surveiller toutes ces machines-là en même temps. Éviter qu'elles se rentrent en collision, qu'elles n'entrent en collision avec d'autres satellites. Alors, c'est pour ça que chaque satellite Starlink a une propulsion ionique pour corriger son attitude et son altitude pour pouvoir évidemment les descendre, les monter, aller à droite, à gauche pour éviter évidemment qu'ils se rentrent dedans. Ensuite, on a des régime autoritaire qui aujourd'hui ne voit pas d'un très bon œil le déploiement de cette constellation, surtout en matière d'accès à l'Internet, mais aussi au respect des libertés individuelles, le respect de la correspondance privée. Donc, des États comme la Chine et la Russie, par exemple, cherchent même à détruire ou perturber fortement ces satellites. Et effectivement, donc, au début de la guerre en Ukraine, ce sont des machines qui, encore aujourd'hui, servent sur les théâtres d'opération. Et devant la qualité de l'accès, parce que ça a été très vite, l'armée américaine s'est dit, tiens, ce serait cool qu'on puisse aussi profiter de cette constellation pour nos théâtres d'opération. Ce à quoi Starlink a répondu positivement et donc développe des capacités aussi pour l'armée de son pays, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. On a un problème de pollution lumineuse. Ce sont des satellites qui sont très visibles au moment du lancement, qu'il leur reste pour des instruments astronomiques qui sont très sensibles. Donc ça perturbe énormément l'activité de supervision spatiale et de lutte aussi contre potentiellement des bolides qui pourraient, comme on l'a vu à l'époque des dinosaures, détruire toute vie sur Terre. Donc c'est important aussi qu'on puisse repérer ces machines, enfin ces astéroïdes qui pourraient potentiellement nous impacter. Éblouir par ces constellations satellites. Exactement. Et là, on a un vrai cas de perturbation. Bref, les astronomes sont inquiets, surtout que SpaceX n'est pas la seule société à se lancer sur ce sujet. On verra sur ma prochaine chronique OneWeb, qui aussi se lance, d'autres États. C'est pour moi aussi une forme d'échec du déploiement des plans haut débit sur les différents territoires, sur les zones rurales, les zones montagneuses. On a réussi à faire ça sur la téléphonie cuivre, classique. Là, on a un vrai produit qui répond à des problématiques d'accès à Internet dans des zones isolées. Donc il n'y a plus qu'à accélérer le développement de ces réseaux fibres. Ça sera aussi un moyen pour nous, Européens, de retrouver notre souveraineté en matière d'accès à Internet au réseau des réseaux. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la connexion sans jamais avoir osé le demander. Évidemment, Guillaume Grelet, pardon. Mais c'est un collègue, je le prends pas mal. Gaël Musquet est là pour pouvoir nous éclairer. Merci infiniment sur toutes ces explications sur Starlink. On est connecté, ça tombe bien, on va continuer justement à parler des dérives de cette connexion sur les enfants, sur les parents, sur nos pratiques numériques avec Serge, avec Marine et avec Gaël bien sûr. Marine Protet, vous avez enquêté pour l'ADN dans ce numéro spécial Enfants à vendre. Serge Tisseron, évidemment, c'est votre matière au quotidien que de pouvoir regarder ce qui se passe du côté de la cyberpsychologie. Vous en avez fait même une discipline de psychologie à part entière. L'idée n'est pas forcément de nous auto-inonder de chiffres, mais on va quand même redonner ceci. 82% des 10-14 ans consultent Internet sans leurs parents. C'est une étude qui vient de la CNIL. 46% des 6-10 ans disposent de leur premier smartphone. C'est une étude d'e-enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sortir parfois un peu dézoomer du temps d'écran occupé par les enfants pour essayer de mieux comprendre les phénomènes qui sont liés justement à cette hyperconnexion de ces bébés homo numericus? Serge? Oui, exactement. Mais vous savez, l'opinion des experts, comme on dit, a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Dans un premier temps, les usages problématiques étaient uniquement référés au temps d'écran. Plus le temps d'écran augmentait, plus ça paraissait problématique. Après,
Après, on s'est aperçu que c'était le moins mauvais critère, parce qu'on peut le quantifier le temps d'écran, mais quand on demande aux parents qu'est-ce que fait votre enfant, souvent, comme je vous disais tout à l'heure, ils n'en savent rien. Et puis aujourd'hui, on dit oui, le temps d'écran, c'est le moins mauvais, mais il est très mauvais quand même. Autrement dit, il faut toujours prendre en compte si c'est des écrans interactifs ou non interactifs, avec des gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, s'il y a une part de créativité, si l'enfant en parle à des adultes ou à des camarades. Voilà. Donc aujourd'hui, on envisage beaucoup plus la place des écrans comme un élément dans un bien-être général de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui passent beaucoup de temps avec les écrans et qui vont bien, ils sont accompagnés, ils discutent, ils choisissent des programmes eux-mêmes qui ne sont pas hostiles à leur fin, qui les empêchent pas de continuer à penser. Et puis, pour le même temps d'écran, il y a des enfants qui s'enfoncent dans des pratiques délétères, qui n'en parlent pas, qui se referment sur eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance finalement au principe de l'association 3692, à alternance, accompagnement et apprentissage de l'autorégulation pour que les enfants arrivent à faire un bon usage de cet environnement numérique. Donc c'est-à-dire qu'à temps d'écran comparable, il faut encore savoir quels sont les contenus, les pratiques qui sont consommés. C'est intéressant ça aussi, Marine, parce que vous avez aussi notamment développé toute une partie dans ce numéro spécial de l'ADN sur la santé mentale justement de ces enfants et de ces ados vis-à-vis des écrans et de leurs pratiques numériques. Encore une fois, les chiffres, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau cette année, se succèdent et s'aggravent de mois en mois. Aujourd'hui, c'est primordial de faire prendre conscience à ces enfants que leur santé mentale en dépend. Alors oui, je pense... c'est primordial. Puis nous, ce qu'on voulait aussi expliquer, c'est comment, en fait, quelle mécanique, quels sont les contenus concrètement qu'ils regardent et comment ça peut jouer. Alors, sur leur santé mentale, c'est plutôt qui seront de répondre est-ce que ça a vraiment un effet ou pas. Je crois que c'est... Enfin, voilà. Mais sur les contenus, on voit qu'il y a des contenus qui sont quand même faits pour qu'ils ils restent le plus longtemps possible, qu'ils restent hypnotisés. Mon collègue, donc, avec qui j'ai écrit la revue, parle notamment de ce qu'on appelle les sludge content. Donc, c'est des vidéos en fait qui sont séparées en deux, qu'on voit souvent sur TikTok. Et il y a une partie où ça va être une histoire qui est racontée. Et l'autre partie, ça va être des contenus de type ASMR, enfin des contenus qui sont satisfaisants à regarder. Et ce qui fait que l'enfant, en fait, va regarder ça à la chaîne et de manière un peu comme s'il était hypnotisé, comme quand nous, on regarde d'ailleurs avant de dormir des vidéos sur YouTube ou Instagram de ce type de contenu. Et donc voilà, c'était d'explorer un peu tous ces différents pratiques et contenus qu'ils peuvent regarder. Et évidemment, il y a aussi cet exemple d'un jeune Américain qui s'est suicidé parce que en fait, sa famille s'est rendu compte que sur TikTok, on lui diffusait des vidéos l'encourageant au suicide, alors que ses goûts, c'était plutôt le sport, le bien-être, enfin, qu'il n'avait pas trop de problèmes de santé mentale. Après, dixit ses parents, donc c'est toujours à tempérer, mais il s'est trouvé dans un engrenage en fait, où il regardait beaucoup de ces vidéos-là, et son compte est encore actif sur TikTok, et l'algorithme continue de lui proposer des vidéos l'encourageant au suicide. C'est terrifiant en matière d'algorithme. TikTok, il faut quand même comprendre, l'algorithme est basé sur le fait que dès que vous accordez un tout petit peu plus d'attention à l'une des très nombreuses vidéos qui vous sont proposées au début, l'algorithme va vous proposer des vidéos du même type. Donc si vous êtes un peu morbide et que vous vous attardez sur une vidéo d'incendie avec quelqu'un qui brûle, l'algorithme va vous en mettre encore. Si vous vous attardez sur des plaies ou des soins dermatologiques un petit peu trash, la plateforme va vous en mettre encore. Puis ça peut être aussi une question de format. Voilà. Du coup, c'est en train de tourner en rond. Et si vous voulez, si vous regardez des vidéos de chats, vous aurez beaucoup de chats, mais si vous regardez des vidéos de plaies sointantes, vous aurez beaucoup de vidéos de plaies sointantes, et là, ça risque d'entraîner un usage délétère. Je voudrais dire encore, c'est qu'on parle des enfants, mais les adultes, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble de la machine, l'ensemble des plateformes, les jeux vidéo, les jeux vidéo en réseau, c'est la même chose. Tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et même la vieille télé, avec ses moyens du bord, c'est toujours retenir les utilisateurs le plus longtemps possible pour qu'ils donnent le plus possible de données personnelles et éventuellement qu'ils achètent le plus possible de produits réels ou de produits numériques. On est tous dans la même barque, hein, quel que soit notre âge. C'est la parfaite mécanique de l'économie de l'attention, en effet, en tout cas du Web 2 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je voudrais terminer cette émission en ayant quand même
le but d'aller chercher des solutions. On le disait tout à l'heure, l'algorithme, en tout cas ceux de TikTok, mais ceux d'autres plateformes aussi, finalement, vont flatter un peu nos bas instincts, si je le résume comme ça, Serge. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir hacker l'algorithme, lui donner justement à nourrir, se nourrir par exemple de vidéos de chats ou de vidéos plus heureuses pour pouvoir l'entraîner à nous proposer d'autres types de contenus? Est-ce que ça commence déjà par là? Déjà, il y a des solutions en fait, qui pourraient être mises en place, qui sont assez simples. Elles sont développées dans la revue par Frances Haugen, qui est cette lanceuse d'alerte, qui avait sorti ces Facebook Files, en fait, qui soulignait le fait que Facebook sait très bien que Instagram nuit à la santé mentale des jeunes filles, mais ne faisait rien. Et son discours, c'est de dire ils pourraient faire des choses très simples et ils ne le font pas. Une des solutions qu'elle propose, c'est simplement de ralentir le flux de photos le soir avant d'aller se coucher, en disant que ça pourrait permettre d'encourager un ado à aller se coucher ou même un adulte d'ailleurs, à aller se coucher plus facilement, parce que le manque de sommeil, ça fait aussi partie des conséquences de ça. Donc en fait, il y a des solutions un peu simple qui existe. Elle dit aussi qu'il faut changer notre rapport à ces plateformes en leur demandant des comptes, en fait, à arrêter de se mettre dans la position de on utilise un service gratuit, donc on est reconnaissant, mais plus ils sont aussi responsables de notre sécurité, donc on doit se mettre dans cette position de dialoguer avec eux et de leur demander des... Dernière solution, un dernier mot avec Serge. Je voudrais ajouter un petit mot, c'est que là on parle de la manière de transformer le numérique pour qu'il y ait des meilleurs usages. Il faudrait quand même aussi qu'il y ait d'autres espaces de rencontres possibles pour les jeunes que le numérique. Parce que des sociologues américains ont montré que peut-être il ne faut pas penser que les jeunes se voient moins en présence physique parce qu'ils sont plus sur le numérique. Il faut aussi penser que souvent ils sont plus sur le numérique parce qu'il n'y a plus d'espace physique dans lesquels ils peuvent se rencontrer. Donc il y a une vraie politique de la ville qui doit être menée. Et en tant que parents, on s'occupe de l'éducation de nos enfants, mais on vote aussi. Il faut voter pour des députés, pour des maires qui privilégient des espaces collectifs pour nos jeunes, encadrés, accessibles. Il y a un énorme travail à faire pour qu'il y ait des alternatives aux écrans. Allez, éteignez les écrans, retournez dans la vraie vie. En tout cas, pour maintenant, on se retrouve, nous, dès lundi pour d'autres aventures dans l'école du futur. Merci évidemment, comme toujours, à Serge Tisseron. Merci à Marine Protet. Vous la lisez dans l'ADN avec ce numéro spécial Enfants à vendre. Merci, comme toujours, à Gaël Musquet, qu'on retrouve pour l'ensemble de son œuvre à peu près partout. À lundi.